Bonsoir à toutes et à tous. Donc Gaïa, c'est le nom d'une déesse de la mythologie grecque, d'une des déesses primordiales. Et c'est aussi le nom que réutilisent Lovelock et Margulis pour nommer l'hypothèse qu'ils proposent dans les années 70. Donc ils partent du constat suivant lequel les êtres vivants influencent de manière considérable leur environnement géologique, de la composition de l'atmosphère à celle des océans en passant par le climat, pour suggérer l'idée que cette action pourrait réguler l'environnement global et maintenir la Terre habitable sur de longues échelles de temps. Et l'importance de l'idée d'une régulation de l'environnement va mener ensuite Lovelock surtout à comparer Gaïa à un organisme. Alors il compare parfois Gaïa à un organisme, parfois à un thermostat, parce que les organismes et les thermostats sont les deux bons exemples d'entités qui manifestent des comportements de régulation. Alors j'ai découvert cette idée quand j'étais adolescent au gré de lectures un peu hétéroclites d'écologie politique et altermondialiste. Et il était resté un peu en moi l'idée que Gaïa venait croiser ou cristalliser une série de questions et de problèmes qui m'étaient à l'époque un peu étrangers ou lointains, donc des questions à la fois scientifiques, des questions d'histoire et de philosophie des sciences, et des questions plus largement de philosophie, de cosmologie ou de représentation du monde, on va dire. Et j'ai continué, cette interrogation sur ce qu'était Gaïa a un peu guidé ensuite mon parcours d'étudiant puis de chercheur. J'ai une formation initiale en sciences de la Terre et mon parcours a ensuite évolué en histoire et en philosophie des sciences où j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur Gaïa. Et j'ai eu l'inconvénient, on va dire, de commencer à travailler sur le sujet avant que Bruno Latour ne repopularise à nouveau Gaïa. Donc aujourd'hui, vous êtes certainement nombreuses ou nombreux à avoir entendu parler de Gaïa. C'était peut-être moins le cas avant 2013-2015. Il y a eu deux grands moments culturels, on va dire, de Gaïa, on va dire la décennie des années 80, après l'apparition du livre de Lovelock, où là Gaïa était vraiment présente partout, dans des documentaires, dans la presse, etc. Et ensuite, un peu plus récemment, donc dans le sillage des travaux de Bruno Latour et des discussions sur l'Anthropocène. Et donc avant cette seconde vague culturelle, si vous voulez, le récit qui avait dominé, ce que j'ai appelé le récit standard, avait été installé par les biologistes de l'évolution qui avaient proposé un récit critique de Gaïa suivant lequel, en gros, Gaïa aurait été disqualifiée sur le plan théorique parce que incompatible avec l'idée de la sélection naturelle. Les biologistes de l'évolution comprenant l'idée de Gaïa de deux manières différentes, soit une forme de grand altruisme ou de grande coopération à une échelle globale, impossible selon eux, suivant leur compréhension théorique du phénomène, soit comme l'idée d'une comparaison littérale de la Terre à un organisme, et comme la Terre ne se reproduit pas, donc c'est pas un organisme. Et ce récit a installé l'idée que Gaïa est une sorte de pseudo-science qui aurait au mieux inspiré les mouvements New Age. Ça, je vous donne un exemple de citation qui donne une bonne idée de l'ambiance dans les années 80 qui régnait à l'endroit de Gaïa. Gaïa, la grande terre-mère, l'organisme planétaire, suis-je le seul biologiste à souffrir d'une convulsion désagréable, d'un sentiment d'irréalité, quand les médias m'invitent encore une fois à la prendre au sérieux? La science marginale, la pseudo-science, l'obscurantisme, l'expression de bons sentiments et le mysticisme trouvent aujourd'hui une faveur presque médiévale, y compris chez des gens éduqués. Qui, par exemple, une décennie auparavant, se serait attendu à l'astrologie, à la médecine marginale, à la guérison par la foi, aux excentricités nutritionnelles, au mysticisme religieux et à un millier d'autres manies et cultes qui grèvent maintenant nos sociétés développées. Donc c'est un texte qui est écrit par un microbiologiste en 1988 dans une revue de sciences grand public, on va dire. Et ce récit me semblait en décalage avec ce que j'observais au sein, non pas de la biologie de l'évolution, mais au sein des sciences de la Terre, où Gaïa semblait avoir une influence bien plus considérable que celle qu'on lui prête habituellement. Et deux exemples que j'aime particulièrement pour révéler l'influence que Gaïa a pu avoir, y compris quand son nom n'est pas prononcé. Le premier, c'est celui de l'objectif de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, un objectif qui a été notamment théorisé et défendu par Hans-Joachim Schellnhuber, qui est un climatologue allemand, conseiller du pape, d'Angela Merkel, des Nations Unies, etc., et qui va défendre cet objectif justement sur la base d'une comparaison de la Terre à un organisme emprunté à Gaïa, en disant que 2 degrés peuvent sembler très peu si on compare la température à l'intérieur de cette pièce et celle qui fait dehors.
mais c'est considérable si on compare le fonctionnement de la Terre à celui d'un organisme et cette augmentation de température à celle d'une fièvre qui, comme vous le savez, dans le cas d'un organisme humain, par exemple, une très faible augmentation de la température peut déstabiliser certains organes. Et donc c'est l'idée de catastrophe ou de tipping elements qui est ensuite reprise à l'échelle de la planète. Et le deuxième exemple qui me semble frappant et sur lequel on aura l'occasion de revenir à la fin, c'est celui d'un rapport de la Royal Society sur la géo-ingénierie qui paraît en 2009 et qui a eu un rôle très important dans le débat public pour légitimer l'idée qu'il était possible de débattre ou de faire des recherches sur ces techniques de modification du climat à grande échelle. Et la couverture de ce rapport, c'est un ensemble de pâquerettes blanches et noires en référence au modèle Daisy World, qui est un modèle iconique de Gaïa. Et donc les pâquerettes sont présentes sur la couverture, mais Gaïa est absente, n'est jamais nommée dans l'ensemble de l'ouvrage. Et donc ce décalage a été à l'origine d'une enquête sur ce que c'est Gaïa, quel est son statut. En fait, en fonction des endroits, on va la voir discuter. Elle est chaque fois considérée suivant des attitudes différentes. Les scientifiques vont tantôt la considérer comme une hypothèse qu'il faut tester avec les faits, tantôt comme une théorie qu'on élabore avec des modèles ou comme un grand programme de recherche, tandis que d'autres vont la voir comme une philosophie beaucoup plus large de la nature. Et donc cette enquête s'est intéressée à l'origine de Gaïa, à sa réception, quels effets elle a pu avoir dans différents endroits. Il y a un deuxième récit qui a été élaboré et qui a eu un succès important après le récit standard des biologistes de l'évolution, c'est le récit que Lovelock élabore lui-même. Donc à chaque fois que Lovelock parle de Gaïa, présente l'histoire de Gaïa, il raconte systématiquement la même histoire en disant que Gaïa émerge au moment où il travaille comme consultant pour la NASA et est amené à s'interroger sur la manière dont on va détecter de la vie sur d'autres planètes. Et c'est en s'interrogeant sur la détection de vie sur d'autres planètes qu'il réalise que la vie sur Terre a une influence tout à fait considérable sur son environnement, influence qu'on peut détecter en analysant la composition de l'atmosphère. Il poursuit ce récit en disant qu'après son travail à la NASA, il va s'établir comme un scientifique indépendant, retiré du monde avec un laboratoire construit dans sa propre maison, dans son garage. Il recommande à quiconque voudrait l'imiter comme scientifique indépendant, avec l'idéal du scientifique amateur du 19e siècle comme figure, si vous voulez. Donc il recommande à quiconque voudrait l'imiter de s'éloigner le plus possible des aéroports pour ne pas être importuné par des visiteurs et d'être le plus reculé possible au fond de la campagne. Et dans son autobiographie, dans ses textes, il se présente un peu comme un amateur. Il raconte qu'il fait ses découvertes, par exemple, de mesures d'un composé soufré qui s'appelle le DMS, alors qu'il était en vacances dans son cottage en Irlande et qu'il se promenait le long de la plage en train d'identifier des algues et de mesurer les composés qu'elles émettaient à l'aide d'un chromatographe, donc un outil d'analyse chimique. Et le troisième élément important de son récit, c'est l'idée que Gaïa a transformé de manière importante les sciences et philosophies de la nature. Et donc on voit d'emblée une tension dans son récit, on voit mal comment quelqu'un de retiré du monde comme il se présente aurait pu avoir l'influence que lui-même se prête. C'est une des grandes leçons de la sociologie des sciences et des techniques, qu'on ne fait pas de révolution seul, retiré du monde, isolé dans un garage. Alors si on essaye de retracer l'histoire de Gaïa, une première manière de faire, c'est de chercher Gaïa, si on s'intéresse à l'histoire scientifique, c'est de chercher Gaïa dans les moteurs de recherche scientifique. Donc si vous tapez Gaïa dans ces moteurs-là, vous allez vous retrouver avec une petite littérature scientifique d'environ 200 ou 300 articles qui aborde tantôt Gaïa comme une hypothèse qui va s'agir de confronter aux faits de climatologie, de biogéochimie, de fonctionnement de l'océan, etc., tantôt comme le nom d'une théorie qui est élaborée à l'aide du modèle abstrait dont je parlais tout à l'heure, le modèle Daisy World, qui est un modèle avec des pâquerettes imaginaires qui pourraient réguler le climat d'une planète fictive. Alors cette littérature, elle est à la fois importante et à la fois tout à fait marginale ou ridicule. Elle est importante si on la compare à ce que raconte le récit standard qui nous dit qu'il n'y a pas eu de discussion scientifique de Gaïa. En fait, si, il y en a bien eu, mais qui fait environ donc 200-300 articles. Donc il y a bien des scientifiques qui se sont intéressés à Gaïa, contrairement à ce que les biologistes nous racontent. Mais elle est tout à fait ridicule si on la compare à l'idée que Gaïa aurait été l'objet d'une très grande révolution scientifique et philosophique. Si vous regardez le nombre de personnes qui ont entretenu cette littérature, c'est entre 10 et 20 scientifiques, dont la moitié se trouve en Angleterre, et en fait l'essentiel sont dans le même laboratoire. Donc c'est un élément qui invite à s'interroger sur un des aspects du récit standard,
Il y a d'autres aspects des récits dominants qu'on peut aussi interroger, cette fois-ci en retraçant l'histoire non pas de la diffusion scientifique de Gaïa, mais en traçant le parcours de Lovelock lui-même. Donc il se présente comme un scientifique indépendant, les mots sont de lui et ils apparaissent pour la première fois à la fin des années 70 pour des raisons qu'on élucidera un peu plus tard. En réalité, la catégorie qui lui correspond le mieux n'est pas celle de scientifique indépendant, mais celle de scientifique entrepreneur, qui est une catégorie qui se met en place dans les années 70, dont l'exemple emblématique est celui des startups de biotechnologie, avec des gens qui ont à la fois un pied dans le milieu universitaire et un pied dans le milieu des affaires en Californie. Et donc, si on retrace la trajectoire biographique de Lovelock, il a travaillé pendant 20 ans dans le domaine biomédical, il a une formation de chimiste, et pendant 20 ans, il est ingénieur, chimiste et inventeur, inventeur c'est son terme, dans le domaine biomédical. Il va travailler dans le cadre d'une biologie réductionniste classique où on va analyser la composition des lipides des cellules en lien avec certaines maladies, analyser l'effet du froid ou de la chaleur sur des tissus vivants. Il a des travaux pionniers en cryobiologie, où il s'amuse à congeler à peu près tous les tissus vivants qu'il peut trouver. Ça va des cellules jusqu'à des hamsters qui congèlent et qu'il arrive à ressusciter. Ces travaux sont encore cités sur ces questions-là. Il raconte à qui veut bien l'entendre qu'il était un précurseur de l'invention du micro-ondes, un dispositif qu'il utilisait pour ressusciter les hamsters et pour faire chauffer ses patates du déjeuner avant que le micro-ondes soit inventé. Donc il a ce passé de chimiste, biologie réductionniste et inventeur un peu touche-à-tout. Et pendant cette période-là, il va inventer un instrument tout à fait décisif pour lequel il aurait été retenu dans l'histoire des sciences s'il n'avait pas été connu pour Gaïa. Et cet instrument, c'est le détecteur à capture d'électrons qu'il invente en 1957 et qui est une révolution dans le domaine de l'histoire de la chimie analytique, qui permet de faire des sauts d'environ un facteur 1000 dans le seuil de détection des composés de l'époque. C'est précisément parce qu'il a inventé cet instrument que Lovelock est contacté par la NASA au début des années 60. La NASA ne l'appelle pas du tout pour des réflexions spéculatives, philosophiques et abstraites sur la manière de définir la vie ou de la détecter, mais initialement pour équiper des sondes qui allaient être envoyées dans l'espace et donc produire des instruments du type du détecteur à capture d'électrons. Grâce à cet instrument, il va s'établir comme consultant pour toute une série de clients et d'employeurs. Donc après la NASA, il va travailler pour les services secrets britanniques. C'est sans doute son employeur, l'employeur pour lequel il a travaillé le plus longtemps. Il travaillait encore pour les services secrets, quasiment jusqu'à ses 100 ans. Et il se compare régulièrement à Q dans James Bond, le nerd qui invente des gadgets pour les services secrets. Il va également travailler pour des entreprises chimiques et pétrolières. Dès l'invention de l'ECD, du détecteur à capture d'électrons, les pétroliers se ruent littéralement aux portes du laboratoire où ils travaillent, qui est à l'époque le temple de la chromatographie, donc la branche de la chimie dans laquelle Lovelock travaille et dans laquelle s'inscrit son instrument. C'est là où il y a les prix Nobel de cette discipline-là. Et donc les pétroliers se ruent auprès de Lovelock pour cet instrument. Et il va aussi travailler pour les institutions qui produisent des savoirs sur la Terre et l'environnement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, il travaille pour la NOAA qui structure l'ensemble des recherches américaines sur le climat et l'océan. Il travaille aussi ponctuellement pour le NCAR, qui est le grand labo américain sur le climat. En Grande-Bretagne, il va collaborer avec le Met Office, l'équivalent de Météo France, et d'autres institutions qui structurent les recherches sur la Terre et l'environnement. Donc services secrets, si vous voulez, entreprises chimiques et pétrolières et institutions productrices de savoir sur la Terre et l'environnement. Et le lien entre ces trois ensembles, si vous voulez, c'est que chaque fois, la même méthode est utilisée. Avec un seul composé chimique, l'hexafluorure de soufre, et son détecteur, il va appliquer la même méthode pour chacun de ses employeurs. Il va proposer à Shell, par exemple, de détecter des fuites de pipeline en injectant ce composé en le détectant ailleurs, de marquer chimiquement des espions soviétiques en leur collant sur les vêtements ce composé, en allant essayer de le renifler ensuite dans les aéroports à droite à gauche, et de suivre des masses d'air atmosphériques en injectant ce composé à un endroit donné.
Donc Lovelock est davantage un scientifique entrepreneur, consultant pour de très nombreux types d'institutions. Et le cœur de son métier ou de son travail, c'est moins la détection de la vie sur d'autres planètes et des recherches spéculatives et abstraites que la pollution de l'environnement global. Si vous regardez son agenda, ses lettres, ce qui l'occupe de manière quotidienne et parfois nerveuse dans les années 60 et 70, le cœur de l'élaboration de Gaïa, le cœur de son sujet, de son quotidien, c'est l'ensemble des questions liées aux pollutions de l'environnement global. Vous piochez n'importe quel sujet dont on dit qu'il est classiquement lié à l'émergence d'une conscience de l'environnement global dans les années 60 et 70, Lovelock est soit un acteur de premier plan sur ce sujet-là, soit à travailler de manière privée ou publique sur ce sujet. On peut comme ça égrener la liste. Le DDT, qui est dénoncé par Rachel Carson dans Le Printemps silencieux, est produit de manière très abondante par la branche d'agrochimie de Shell, et Lovelock est très tôt confronté à l'utilisation de son détecteur pour faire des mesures de DDT. Les pluies acides résultent des combustibles fossiles, et si Lovelock mesure le DMS, qui est ce composé soufré émis par les algues, qui va ensuite, quelques décennies plus tard, être considéré comme extrêmement important pour le climat parce que ça pourrait réguler le climat, c'est pas par curiosité naturaliste en vacances, c'est parce que les branches de la pétrochimie s'intéressent au cycle du soufre alors qu'elles sont mises en cause comme responsables des pluies acides. Lovelock, grâce à son instrument, fait les premières mesures mondiales, parce que ces mesures n'auraient tout simplement pas été possibles sans cet instrument-là, de CFC, les composés qui sont mis en cause comme responsables du trou dans la couche d'ozone. Dans les années 60 et 70, il y a des controverses sanitaires importantes qui émergent avec le plomb qui est contenu dans l'essence, c'est ce qui va donner naissance à l'essence sans plomb, et Lovelock travaille également sur ces questions-là. On pourrait comme ça accumuler toute la liste des sujets de préoccupation environnementale. Lovelock travaille directement sur ces questions-là dans les années 60 et 70, au moment même où il élabore Gaïa. Si bien qu'en fait, Gaïa doit être, à mon avis, comprise comme un cadre pour penser la pollution de l'environnement global. Et je vous invite, si vous l'avez déjà lu, le livre de Lovelock de 79, à le relire sous ce prisme-là, à relire chacun des chapitres comme si c'était une contribution, une sorte de réflexion anthropologique sur ce que c'est que la pollution, même si ce n'est pas présenté comme ça par Lovelock. Donc voilà quelques éléments qui invitent à s'interroger à la fois sur le récit standard et sur le récit que Lovelock propose lui-même de l'histoire de Gaïa. Donc jusqu'à présent, quand je vous ai parlé de la petite littérature scientifique sur Gaïa, celle qui affiche explicitement le label Gaïa et qui utilise le nom, je vous ai dit qu'elle était tantôt discutée comme une hypothèse, on va chercher à savoir si elle est vraie ou fausse en la confrontant aux faits, ou comme une petite théorie de réflexion en gros sur les rapports entre la vie et l'environnement global qui est articulée à l'aide d'un modèle. En réalité, les effets les plus massifs que Gaïa a pu avoir sur les sciences ne sont pas liés à cette considération de Gaïa comme hypothèse ou comme théorie, mais elles sont liées à la considération de Gaïa comme un nouvel objet à l'origine de nouveaux programmes de recherche. Alors, ça demande à élaborer un petit peu, parce que l'idée que les scientifiques introduisent des nouveaux objets et que ça a des conséquences scientifiques est beaucoup moins intuitive que l'idée popérienne répandue suivant laquelle les scientifiques passent leur temps à élaborer des hypothèses et à savoir si elles sont vraies ou fausses. En réalité, l'introduction de nouveaux objets, la considération de nouvelles entités a des effets, est une activité scientifique et a des effets scientifiques extrêmement considérables. Un des exemples qu'on peut avoir en tête, c'est le moment de la constitution de la biologie comme discipline au début du 19e siècle. Michel Foucault et d'autres après lui ont montré que la biologie se constituait sur la fin de l'histoire naturelle au moment de réflexion sur le caractère particulier des êtres vivants et le statut particulier des organismes. Et donc c'est la considération d'un nouveau type d'entité, d'un nouveau partage ontologique entre vivants et non-vivants plutôt qu'entre minéraux, végétaux et animaux qui va présider à une nouvelle réorganisation des savoirs au début du 19e siècle. Et ben, le type d'effets, je ne dis pas que les échelles sont les mêmes, mais en tout cas le type d'effets que Gaïa a eu sont de cet ordre-là. C'est la considération d'une nouvelle entité qui amène à se poser de nouveaux types de questions avec une nouvelle méthode. La considération de Gaïa comme un nouvel objet ou une nouvelle entité qui est définie par Lovelock et Margulis comme l'ensemble des vivants et l'environnement avec lequel ils interagissent va imprimer à l'intérieur des sciences de la Terre un nouveau style, une nouvelle manière de faire de la recherche
au sein des sciences de la Terre qui se rapproche en fait d'un style qui préexistait, qui était là avant la constitution de la géologie, donc à la fin du XVIIIe siècle. Et ce style, c'était celui des théories de la Terre. Je vais vous donner une citation d'un historien des sciences qui a travaillé sur la constitution de la géologie comme discipline pour vous donner une idée de ce qu'étaient les théories de la Terre et de la manière dont elles se distinguaient de la géologie. La plupart des géothéoriciens revendiquaient en effet être des philosophes au sens le plus large. Leur but n'était pas d'expliquer simplement la nature elle-même, mais aussi sa relation avec les structures fondamentales de la nature et avec sa dimension humaine et même divine. Toute théorie de la Terre était par conséquent enchâssée dans une matrice intellectuelle dense. Elle devait être liée d'une part avec les questions fondamentales de physique et de cosmologie, et d'autre part avec les concepts essentiels de la nature humaine et de la société humaine, de la métaphysique et effectivement de la théologie. Donc ce style des théories de la Terre disparaît au moment de la constitution de la géologie comme discipline qui se veut délibérément anti-théorique et qui se structure autour d'un nouveau programme de recherche, non pas global comme les théories de la Terre, mais empirique et local, où il s'agit d'aller collecter les strates de la Terre pour reconstituer des histoires régionales. Et ce style de théorie de la Terre revient dans la seconde moitié du XXe siècle et Gaïa va renforcer un peu cet élan. À partir des années 40-50, on va assister à l'éclosion de toute une série de théories de la Terre qui structurent ou organisent des disciplines au sein des sciences de la Terre. Je ne vais pas vous faire toute la liste de ce qui existe, mais un des exemples un peu marquants de la manière dont les sciences de la Terre se transforment à cette époque-là, donc on va dire pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le sillage de la guerre froide, c'est l'essor et la constitution de la géophysique. Ça, c'est un sujet sur lequel il y a eu énormément de travaux historiques et sociologiques qui ont montré qu'une nouvelle manière de faire des sciences de la Terre s'organise à cette époque parce que ces savoirs-là vont avoir une importance stratégique et militaire décisive. Faire une météorologie prédictive, donc qui vous permet de prédire le temps qu'il va faire, c'est essentiel pour prévoir le plan de vol des avions, comprendre la structure physique de l'océan et cartographier le fond des océans, c'est essentiel pour pouvoir faire naviguer les sous-marins de manière discrète. La sismologie se développe de manière considérable parce qu'elle permet de détecter des essais nucléaires. Et à l'époque, l'emplacement des sismographes est un enjeu géopolitique majeur. Bref, vous avez toute une série de savoirs qui se développent et qui vont donner naissance à une géophysique ou à une physique de la Terre. Et c'est à ce moment-là, c'est dans le cadre de cette géophysique que vont se structurer les deux paradigmes importants de la géophysique contemporaine. D'un côté, la climatologie et de l'autre, la tectonique des plaques. Deux types de savoirs dans lesquels l'ensemble de la Terre est considéré comme un ensemble d'entités physiques. Pour regarder le système climatique dans les années 60 et 70, c'est essentiellement de la mécanique des fluides et de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'en gros, des fluides qui circulent dans l'atmosphère et dans l'océan et qui échangent de la chaleur. La tectonique des plaques, c'est pareil, c'est essentiellement une considération géométrique des frontières de plaques et de leur comportement mécanique délimité par des propriétés thermiques. Donc c'est une manière particulière de concevoir la Terre, une conception physique de la Terre qui prend son essor dans un contexte politique global particulier qui est celui de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Vous avez d'autres grandes conceptions de la Terre qui vont se succéder dans les années 40, 50 et 60. Une autre, c'est une conception géochimique qui va concevoir la Terre comme un ensemble de vastes réservoirs chimiques qui échangent de la matière entre eux. Et Gaïa, en fait, est proposée par Lovelock et Margulis avant tout comme une conception de la Terre alternative à celle de la géophysique, à celle de la géochimie et à celle d'autres conceptions de la Terre en vogue comme la métaphore du vaisseau spatial Terre. Et un des effets que Gaïa a pu avoir ensuite, c'est la constitution de ce qui a été appelé les sciences du système Terre dans les années 80, qui se structure non plus autour d'un impératif stratégique et militaire comme la géophysique, mais autour de l'idée des changements globaux. Le fait que des changements globaux comme celui du climat ou du trou de la couche d'ozone doit amener à une nouvelle manière de penser la Terre et de nouveaux programmes de recherche scientifique. Et c'est au sein des sciences du système Terre qu'a été élaboré le concept d'anthropocène, de limites planétaires ou de tipping elements. Donc un des effets importants que Gaïa a eu, c'est de présenter une nouvelle conception de la Terre, une conception vivante de la Terre par opposition aux conceptions physiques et chimiques. Et c'est cette conception vivante et interconnectée de la Terre qui a nourri ensuite les sciences du système Terre. Et c'est par ce biais-là
qu'on la retrouve aujourd'hui dans l'objectif des 2 degrés, la géoingénierie, ce dont je vous parlais en introduction. Donc voilà pour ce chapitre, on va dire, un peu long sur l'effet scientifique le plus important que Gaïa a eu a été de la considérer comme un nouveau type d'objet qu'a sous-tendu ou structuré des programmes de recherche. Mais Lovelock et Margulis envisageaient Gaïa non pas seulement comme le nom d'un programme de recherche scientifique, mais plus largement comme le nom d'une philosophie de la nature. Et donc je vais, pour initier cette discussion en gros de Gaïa comme philosophie de la nature, pour vous faire sentir la différence de discours ou d'attitude ou de manière de discuter de Gaïa par rapport à Gaïa comme programme de recherche scientifique, je vais ouvrir avec une citation Face à Gaïa de Bruno Latour. Il est difficile de ne pas être frappé par la symétrie renversée entre les gestes de Galilée et de Lovelock, levant de modestes instruments vers le ciel pour y faire des découvertes radicalement opposées. Tandis que Galilée, levant les yeux de l'horizon vers le ciel, renforçait la similitude entre la Terre et tous les autres corps en chute libre, Lovelock, baissant les yeux à partir de Mars dans notre direction, diminue en fait la similitude entre toutes les planètes et cette Terre si particulière qui est la nôtre. Tout se passe comme si, 3 siècles et demi plus tard, Lovelock avait pris en compte certains des traits de cette même Terre dont Galilée devait ne pas tenir compte, afin de pouvoir la considérer simplement comme un corps en chute libre parmi tous les autres. Sa couleur, son odeur, sa surface, son toucher, sa jeunesse, son vieillissement, peut-être sa mort, cette mince pellicule à l'intérieur de laquelle nous vivons, bref, son comportement. Et en fait, la discussion la plus large qui a eu lieu dans la sphère publique de Gaïa est moins comme un objet scientifique que comme un objet culturel ou comme une philosophie de la nature qui comprend en gros un ensemble de propositions sur de quoi est fait le monde, comment il s'agit de connaître ce monde-là et un rapport, on va dire, éthique et politique à ce monde-là. Une manière d'essayer de comprendre l'ampleur de la réception et surtout la diversité de la réception dont Gaïa a été l'objet, notamment dans les années 80, et de revenir à la thèse de Caroline Merchant dans La mort de la nature, qui nous dit qu'en gros la considération de la Terre et de l'univers comme une machine plutôt que comme un organisme vivant, comme c'était le cas à la Renaissance, a été l'occasion de toute une série de déplacements philosophiques tout à fait importants. L'instauration de dualisme entre corps et esprit, entre nature et culture, l'exploitation corrélative des femmes et de la nature, le désenchantement du monde, un régime réductionniste de production de connaissances, une séparation entre science et philosophie, etc. Bref, toute une série de déplacements philosophiques considérables résultent, suivant Merchant, de ce déplacement où on passe d'une conception organique du cosmos à une conception mécanique. Et en fait, si vous regardez la vaste réception culturelle dont Gaïa a été l'objet dans les années 80, chacune s'est saisie d'un de ces déplacements ou d'un de ces aspects-là. Gaïa a été discutée, célébrée de manière enthousiaste par à peu près toutes les traditions qui s'intéressent de près ou de loin à l'environnement. Donc ça va de l'éthique environnementale à la contre-culture environnementale américaine, en passant par l'écologie politique britannique. Toutes les variétés d'écoféministes se sont saisies de la figure de Gaïa dans cette décennie-là. Et donc, contre l'idée qu'il y a eu simplement une petite réception New Age dans les années 80, en réalité, il y a une appropriation culturelle extrêmement vaste qui dépasse de très loin le simple New Age au sens strict. Et si on regarde maintenant les raisons pour lesquelles les scientifiques ont eu des réticences avec Gaïa, les premières qui sont souvent invoquées, c'est des aspects, on va dire, de décalage entre la considération, enfin, entre un objet philosophique qui les dépasse parce que c'est pas leur activité quotidienne et un ensemble de problèmes liés, on va dire, à la rationalité scientifique. Donc ça, c'est le premier ensemble qui est souvent mentionné pour les raisons pour lesquelles Gaïa aurait été l'objet de critiques ou de discrédits vis-à-vis des scientifiques. En réalité, si on regarde un peu plus en détail les raisons pour lesquelles les scientifiques de la Terre ont eu un problème avec Gaïa, c'est en lien avec les positions politiques de Lovelock. C'est-à-dire que Lovelock travaillait sur des questions de pollution chimique de l'environnement global, et il est par ailleurs souvent célébré ou considéré comme une sorte de père de l'écologie politique, il est présenté comme un gourou de l'écologie politique. En réalité, si vous regardez ses positions dans les années 70 et 80, elles sont extrêmement critiques à l'endroit de toute position labellisée comme verte ou environnementale, et beaucoup plus proches de celles des lobbies des marchands de doute,
qui ont eu un rôle considérable pour ralentir, si vous voulez, le consensus sur le climat, sur les pluies acides, sur le trou dans la couche d'ozone, etc. Lovelock partage la manière de penser des industries chimiques et des lobbies pour lesquels il travaille à l'époque, et de manière assez contre-intuitive et difficile à appréhender si on pense Lovelock comme père de l'écologie politique. En fait, Lovelock est beaucoup plus proche des industries à l'époque. Et c'est ça qui a été le plus dur à avaler ou à digérer pour les scientifiques de la Terre. Un exemple qui me semble frappant, c'est celui de Crutzen, qui est à l'origine du concept d'anthropocène. Crutzen connaît Lovelock depuis les années 70 parce que eux deux ont été impliqués dans la même controverse sur l'ozone. Crutzen est prix Nobel pour ses travaux sur l'ozone. Et le seul moment où Crutzen prend le temps de critiquer Gaïa à l'écrit, c'est 20 ans plus tard, au moment où lui-même propose le concept d'anthropocène et reproche amèrement à Lovelock de s'être trouvé, dans le cadre de la controverse sur l'ozone, du mauvais côté à l'époque. En plus de ses positions politiques sur tous ces sujets, Lovelock a également proposé des solutions techniques de géo-ingénierie et de modification du climat à grande échelle. En fait, ces solutions-là, qui sont en train de revenir sur le débat public et politique, se trouvent dans le document où on trouve la première trace écrite de Gaïa. C'est un rapport pour Shell que Lovelock écrit en 1966. Un rapport de prospective où Shell demande à Lovelock comment tu vois le monde dans les années 2000 et comment Shell va pouvoir s'insérer dans ce monde-là. Et Lovelock prédit un avenir bouleversé par des catastrophes environnementales dans les années 2000 et dit en ce moment on est en train de s'inquiéter d'une possible glaciation. Si c'est le cas, Shell pourra briller de manière radieuse en bitumant le Sahara ou en cramant davantage d'énergie fossile pour contrebalancer cette glaciation. Et si je voulais terminer sur cette question de la géo-ingénierie, précisément parce que ça semble contre-intuitif d'associer Gaïa et la géo-ingénierie. Et une des interrogations moi, qui m'a un peu travaillé, c'est la manière dont Lovelock présente les solutions de géo-ingénierie. Il les présente non pas comme celle d'un mécanicien qui a toutes les puissances en sa mesure pour réparer le vaisseau spatial Terre, mais il se présente comme un chirurgien au chevet d'une planète malade. Et il fait une des solutions qu'il propose à la fin des années 2000, c'est de mélanger artificiellement les océans avec des grands tuyaux en béton pour faire remonter des nutriments en surface et augmenter le stockage de carbone. Et il présente ça avec le même langage que les médecines alternatives, où il ne s'agit pas de soigner la Terre comme un mécanicien ou un chirurgien, mais d'aider la Terre à se soigner elle-même. C'est le titre de l'article qu'il publie dans Nature, parce que les puissances d'agir, si vous voulez, sont à l'intérieur de l'océan et les tuyaux en béton ne sont que des pichenettes qui aideraient l'océan à se soigner. Et c'est une des directions de recherche sur lesquelles je voudrais travailler dans l'avenir, c'est d'essayer de non pas faire le tri, mais d'essayer de trouver des critères entre les différentes manières de penser le soin ou la réparation des dégâts environnementaux, depuis des techniques ou des pratiques qui semblent souhaitables à d'autres qui le semblent beaucoup. Et je vais m'arrêter là pour ne pas vous endormir. Non.